à tous, on vous propose de patienter quelques minutes, le temps que le certain nombre de participants nous rejoignent. Vous étiez nombreux à vous être inscrits et on vous remercie. Du coup, on attend encore quelques minutes avant de commencer. Merci beaucoup. Par contre, là, Pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour à toutes et à tous. On attend encore quelques minutes, 1 à 2 minutes avant de démarrer. Je vous remercie. Je pense qu'on peut y aller. Voilà, c'est effectivement ce que j'allais dire. On vous propose du coup de commencer. Donc, bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue du coup dans ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre du dispositif d'accompagnement vague 2 à l'hôpital. Webinaire destiné aux établissements de santé qui adresse cette fois-ci plus spécifiquement le thème de la messagerie sécurisée de santé et encore plus précisément les fonctionnalités d'intégration des documents reçus par MSS dans les dossiers patients informatisés. C'est l'objet d'une grande exigence de la vague d'hôpital et donc on souhaitait d'une part vous rappeler ces fonctionnalités et aussi vous mettre en perspective les étapes préparatoires en établissement de santé pour impacter cette fonctionnalité dans les organisations. Donc, ce webinaire se déroulera sur 1h30, on terminera à 15h30. Et donc, nous serons plusieurs à vous animer ce webinaire. Donc, la délégation du numérique en santé à travers Clara Morlière, directrice de projet et membre de la Task Force Hôpital Ségur. On fera également intervenir Gwenaëlle Prié, directeur de projet à la DNS, qui intervient plus spécifiquement sur la messagerie sécurisée de santé. Et également Jean-Christophe Covin qui n'apparaît pas sur cette slide, mais qui interviendra probablement également sur ce webinaire et qui est également directeur de projet à la DNS. Et côté agence numérique en santé, donc Nolwenn François que vous voyez à l'écran, qui est experte établissement de santé et qui fait partie de la Task Force Hôpital Ségur, et moi-même, responsable de mission et membre de la TF Hôpital. Alors, pour les personnes qui ne seraient pas accoutumées au terme de TF qui peut paraître barbare, donc Task Force Hôpital Ségur, c'est le nom utilisé pour dénommer l'équipe au niveau national en charge de traiter les CGS Ségur sur le couloir hôpital. Voilà. Quelques consignes de bon usage pour assurer un webinaire dans les meilleures conditions. Donc,
Normalement, vous avez par défaut vos caméras et vos micros coupés, donc merci de les conserver en l'état lorsque vous ne prenez pas la parole. Vous pouvez bien entendu, par contre, tout au long du chat, mobiliser le chat pour poser vos questions dès lors que nos propos vous interrogent. Et donc, on s'efforcera tout au long du webinaire de répondre par écrit aux questions. Et on a prévu aussi 2 temps de questions-réponses durant ce webinaire, au cours duquel vous pourrez lever la main pour poser vos questions à l'oral si vous le souhaitez. Et on voulait également vous mettre en info dès le démarrage le fait qu'on a mis en place un questionnaire de satisfaction. Et donc, ce serait bien du coup si vous pouvez prendre le temps d'y répondre. Donc, on vous remettra le lien dans le chat durant le webinaire. Voilà, on souhaite vraiment vous proposer des services d'accompagnement qui répondent à vos besoins pour vous accompagner en mieux dans le déploiement de la vague de Ségur. Et donc, à travers ce questionnaire, c'est le moyen aussi pour vous de nous dire si vous êtes satisfait de ce qu'on vous propose et surtout si vous identifiez des axes d'amélioration qu'on pourrait mettre en œuvre. Donc, voilà, merci par avance du temps que vous accorderez sur ce questionnaire qui est vraiment très rapide. En 3 minutes, c'est fait. Et enfin, en termes d'ordre du jour, donc on a 4 grands temps de présentation. Donc, un rapide rappel des enjeux de la vague 2 du Ségur numérique à l'hôpital. On souhaitait également vous mettre en perspective la stratégie nationale pour la messagerie sécurisée de santé. Ensuite, on reviendra sur le Ségur pour vous présenter plus précisément les fonctionnalités qui sont portées par la vague 2. Et enfin, les chantiers anticipés, notamment organisationnels, vis-à-vis de la MSS. Et donc, concernant le contexte, donc maintenant, je pense que vous êtes accoutumés avec le Ségur numérique, mais vous dire que, bien entendu, cette vague 2, elle s'inscrit toujours dans le Ségur numérique, dont l'objectif est de développer massivement l'échange et le partage de données de santé entre professionnels de santé et avec l'usager. Et pour ce faire, les pouvoirs publics ont mis en place une stratégie en 3 grands temps, à travers une première étape qui a consisté à doter tous les patients d'un profil Mon Espace Santé à travers notamment le système de l'opt-out. Et donc, une fois qu'on a doté tous les patients de ce profil, l'objectif était d'alimenter en fait Mon Espace Santé avec des documents de santé. Et pour permettre ça, il fallait mettre en place les conditions techniques permettant notamment aux éditeurs de doter les logiciels métiers de fonctionnalités permettant d'alimenter facilement Mon Espace Santé. Et donc ça a été l'objet de la vague 1. Donc, on a le contenant à travers l'étape 1, on a le contenu à travers l'étape 2. Et maintenant, l'enjeu, c'est de faciliter la consultation de ce contenu. Et c'est l'objet de l'étape 3 et donc de la vague 2 du Ségur numérique. Concernant l'hôpital, donc cette vague 2, qui vise vraiment à faciliter la consultation des documents de santé dans Mon Espace Santé, eh bien, elle se traduit par 3 grands enjeux fonctionnels que sont faciliter la consultation de l'information dans Mon Espace Santé par la professionnelle, faciliter l'intégration des documents médicaux reçus par MSS, et donc c'est bien l'objet du webinaire qu'on a aujourd'hui, et enfin, renforcer la sécurité des systèmes d'information. Et donc, en transverse, on a profité de la réflexion sur cette vague 2 pour nous interroger collectivement sur le retour d'expérience de la vague 1 et identifier les axes d'amélioration possibles par rapport aux fonctionnalités de la vague 1. Et donc ça a donné lieu à un certain nombre d'exigences autour de l'amélioration d'exigences en matière d'interopérabilité, d'alimentation du DMP au vu des retours de terrain. Et donc, plus globalement, si on prend un peu plus de recul, cette vague 2, elle s'articule logiquement avec les autres dispositifs de financement numérique portés par les pouvoirs publics qui visent la modernisation des systèmes d'information hospitaliers. Et donc, parmi ces dispositifs numériques, on trouve au niveau socle l'enjeu de renforcer la sécurité des systèmes d'information et l'identification des acteurs, des utilisateurs. Et donc ça, c'est porté par le programme Pierre, que vous connaissez très certainement et sur lequel vous êtes très certainement engagé. Donc ça, c'est la couche socle. Sur cette couche socle, on vient apporter également des actions de modernisation sur la couche dite logicielle. Et donc ça se traduit par un certain nombre d'évolutions qu'on fait porter côté technique. Et côté financement, ça prend la forme de dispositifs qui sont les dispositifs SONS. Donc, on a eu la vague 1 qui est venue adresser l'enjeu d'alimentation de Mon Espace Santé et d'utilisation de la messagerie sécurisée de santé. Et la vague 2 qui va venir adresser l'enjeu de consultation du dossier médical de Mon Espace Santé et de l'intégration des documents reçus par la MSS dans les dossiers patients informatisés et sur lesquels on va revenir dans le cadre de ce webinaire.
Et enfin, la troisième couche, puisque lorsqu'on met les conditions techniques, il faut pouvoir accompagner aussi la transformation organisationnelle autour de ces évolutions techniques. Et donc ça prend la forme de programmes de financement à l'usage, dont le plus emblématique que vous connaissez, Open, qui c'est pour lequel en fait on a donné une suite à travers le programme SunES, qui s'est terminé le 31 mars dernier. Et donc là, la suite à ces programmes de financement, donc ce sera Open 2, qui est actuellement en cours de construction. Voilà, donc cette slide vraiment pour vous dire que tout ça répond vraiment à une logique progressive dans l'enjeu de modernisation des systèmes d'information hospitaliers. Si on revient sur le SONS Vague 2 à l'hôpital, eh bien, ce dispositif est lancé depuis le 16 mai dernier avec avec des arrêtés, un en lien avec le DPI, un en lien avec la PFI, qui sont publiés depuis le 16 mai dernier sur le site de l'ANS. Et à ces arrêtés sont annexés un certain nombre de documents qui viennent justement bien expliciter ces arrêtés. Donc, on va retrouver le référentiel d'exigence minimale, les dossiers de spécification et de référencement et les arrêtés de financement. Et donc, en tant qu'établissement, bien entendu, ce sont des documents qui concernent, on pourrait dire en première intention, les éditeurs, mais c'est important, vous aussi, en tant qu'établissement, que vous ayez bien connaissance et que vous puissiez consulter ces documents-là. Vous retrouverez également la base des établissements éligibles, qui est la base de référence dans laquelle on retrouvera l'ensemble des établissements qui peuvent prétendre à un financement SONS. Donc là, on est sur des notions d'activité combinée de 2022. Et en termes de calendrier, ce qui est important que vous ayez en tête, c'est que donc là, les éditeurs travaillent actuellement aux travaux d'évolution logicielle sur leur parc respectif. Et donc, on estime que les premiers déploiements de fonctionnalités Vague 2 à l'hôpital arriveront donc courant 2025. Et donc, entre maintenant et courant 2025, on se dit que voilà, il faut qu'on tire de ce temps-là pour vous accompagner dans la préparation de l'arrivée de la vague 2 à l'hôpital, puisque ce n'est pas juste une question technique, il y a aussi beaucoup d'enjeux organisationnels et une transformation à anticiper de votre côté. Alors, plus globalement sur la vague 2, on voulait vous mettre en lumière que du coup, la vague 2, elle adresse plusieurs enjeux fonctionnels qui sont bien explicités de manière unitaire dans les documents qu'on appelle référentiels d'exigence minimum. Et donc, parmi les grands enjeux fonctionnels qu'on adresse dans la vague 2, sur la partie DPI et PFI, on a un bloc autour de l'alimentation de mon espace santé, autour de la consultation de l'espace documentaire de mon espace santé/DMP, la gestion de la messagerie sécurisée de santé, donc on traite aujourd'hui, la gestion et le partage des documents, l'authentification des professionnels de santé à travers notamment le sujet des moyens d'identification électronique, la sécurité des systèmes d'information et, ce que je disais en introduction, l'amélioration des fonctionnalités Vague 1. Voilà le spectre global 360 de l'ensemble des exigences portées par les REM, à la fois sur la partie DPI et PFI. Voilà pour l'intro Vague 2. Et donc, pour la suite, je laisse la parole à Gwenaëlle qui va vous présenter la stratégie nationale autour de la messagerie sécurisée de santé. Absolument, merci beaucoup Inès et bonjour à tous. On va pouvoir passer le transparent suivant et pour partager un petit peu quelques constats avec vous sur le service socle essentiel que constitue la messagerie sécurisée de santé. Constat qui nous amène sur les prochains mois, les prochaines années à vouloir nous prioriser notre action et se concentrer sur un certain nombre d'objectifs que je vais partager avec vous. Mais d'abord, quelle photo on peut faire de la MS Santé aujourd'hui? Si on regarde les chiffres, on a que de la croissance, notamment en termes d'équipement. On a aujourd'hui 750 000 balles MSS, ça augmente tous les mois, un petit peu, mais ça augmente tous les mois. Et puis on a côté trafic également une croissance presque exponentielle. On arrive aujourd'hui à plus de 22 millions de messages échangés chaque mois sur la MSS. Et là aussi, ça représente une croissance très importante par rapport aux dernières années. Néanmoins, on ne peut pas se satisfaire de ces chiffres et de cette photographie purement quantitative, on le sait, et vous nous le dites, les opérateurs, les éditeurs, les usagers finaux de la MSS, il y a encore un virage des usages qui n'est pas complètement derrière nous.
On a dans de nombreux couloirs des difficultés et des irritants qui sont remontés, certains qui commencent à être traités, d'autres qui ne le sont pas encore. On a une image de la MSS aussi qui peut être dégradée à cause de ces difficultés au quotidien. Et puis une persistance, on le constate également, hein, chacun d'entre nous, de messagerie, d'utilisation de messagerie alternative et particulièrement de messagerie non sécurisée, ce qui est évidemment embêtant pour les standards de sécurisation de transmission des données de français qu'on veut mettre en place de manière universelle. Donc on a besoin de se concentrer sur les usages, et je vais pas, j'y reviendrai dans quelques minutes. Ensuite, je voudrais partager quelques constats sur le marché lui-même de la MS Santé, puisque comme vous le savez, la MS Santé est fournie non pas par un seul opérateur national public, mais par une multitude d'opérateurs qui constituent donc une sorte de marché où on trouve des opérateurs publics, nationaux et régionaux, des opérateurs industriels qui produisent le code des solutions et parfois revendent en direct des services aux usagers finaux ou revendent des solutions intégrées de gestion à des acteurs du terrain et singulièrement des établissements de santé, presque 250 d'entre eux. Et puis on a voilà, des opérateurs qui sont dédiés vraiment au B2C, comme on le dit, hein, donc qui ne font que vendre de la balle individuelle à des acteurs du milieu de santé. Ce marché-là, il représente, ça c'est évident après le mot d'introduction que je viens de partager, une certaine complexité et aussi pas mal de freins en termes de lisibilité, de dynamisme qui nous entraînent aussi vers la conclusion qu'il faut qu'on agisse sur le marché et singulièrement qu'on améliore sa lisibilité, son dynamisme et la capacité in fine d'un utilisateur final à se disposer d'une balle facilement, à un prix raisonnable et à l'intérieur de son logiciel. Et puis on a un travail important, un positionnement important, vous le savez aussi, des régions sur la MS Santé. Je l'ai dit, ils s'opèrent souvent des solutions de messagerie, mais ils sont aussi très présents sur l'accompagnement au quotidien des acteurs pour l'équipement ou l'usage de la MS Santé. On peut passer au slide suivant, qui est celui qui est le plus intéressant. C'est voilà, cette photographie très rapide étant posée. On s'est donné 4 priorités pour 2024 et les mois qui viennent. La première, on l'a dit, l'équipement quand même s'il y a encore des freins, est quand même très largement réalisé. On a besoin collectivement de se concentrer sur l'adoption des usages. Et en premier dans le sanitaire, alors que la vague 1 du sanitaire est derrière nous, que l'équipement a été réalisé, que certains flux ont été ouverts, mais que, comme je le disais, le virage des usages n'est pas encore acquis sur un certain nombre de cas d'usage. Et donc, pour réaliser ce travail, on va prioriser un certain nombre d'usages du monde sanitaire. Certains d'entre eux sont soutenus directement par les dispositifs Ségur. On pense à l'envoi massif à partir des établissements ou la réception dans la vague 2. Mais on en a d'autres qui nous paraissent intéressants aussi de creuser, et certains avec vous, comme l'envoi des lettres de liaison post-hospitalisation, la constitution du dossier en entrée d'un patient à l'hospitalisation, ou encore, par exemple, hein, et encore une fois, je fais citer que des exemples, l'équipement des urgences qui peuvent vouloir évidemment recevoir très rapidement, notamment du monde médico-social et des LU, FLU qui sont importants pour la prise en charge des patients. Donc se concentrer sur les usages, ça veut aussi dire évidemment continuer le travail sur Sentinelle, hein. Vous êtes au courant de ce dispositif hein, qui, dans le sanitaire, va justement se plonger sur des enjeux et des irritants particuliers et qui, dans le cadre de la MSS, s'intéresse particulièrement dès aujourd'hui à résoudre les soucis divers et variés liés à l'envoi de comptes rendus de bio des laboratoires de bio vers la médecine de ville. Donc on va continuer à travailler évidemment sur ce cas d'usage, mais aussi sur d'autres, selon les mêmes dispositions. On va fournir des meilleurs indicateurs hein, via l'ouverture de l'Observatoire de la MS Santé dans les prochains mois. Et puis évidemment, je mettrai également dans cette priorité la réussite des nouvelles fonctionnalités qui viendront être proposées par les opérateurs de la MS Santé, que sont la délégation d'accès, notamment pour le monde libéral, donc délégation à une assistante médicale par exemple, une secrétaire, et puis l'équipement des cabinets libéraux qui n'ont pas de finesse et donc qui aujourd'hui étaient un peu bloqués pour s'équiper en balles collectives, alors que leur exercice est de nature évidemment collective. Donc ça, d'ici début 2025, ce sera disponible pour l'ensemble des acteurs.
En sous-jacent de l'ensemble de ces irritants, il y a souvent un sujet qui revient, et vous le savez aussi parfaitement, c'est celui de l'annuaire. C'est encore trop difficile aujourd'hui d'identifier sans ambiguïté l'interlocuteur à qui on a envoyé d'envoyer un document, un message par la MS Santé, et d'identifier la balle, l'adresse mail MS Santé sur laquelle envoyer ce message. Soit il apparaît, il y a plusieurs balles qui sont associées à son nom, on ne sait pas laquelle choisir, soit il apparaît pas dans l'annuaire. Il y a encore trop de problèmes de ce type qui sont un souci pour les émetteurs de messages MSS. Sur cet axe-là, on a plusieurs actions, certaines en cours de déploiement, d'autres plutôt en cours d'instruction. La première, c'est celle de la communication et de la lisibilité pour les PS de la réalité des balles MSS qui leur sont ouvertes. Parfois, les médecins ne sont même pas courant des balles qui ont été ouvertes dans un établissement dans lequel ils exercent, ou par différents opérateurs, ou par leur propre éditeur de LPS qui a ouvert des balles pour une raison ou une autre. Donc, multiplication des balles, probablement sans connaissance propre des médecins, on a envie, voilà, et on a commencé à le faire, de leur communiquer cette liste pour qu'ils puissent, voilà, éventuellement dépublier, supprimer les balles dont ils n'ont pas l'usage. Deuxième axe qui est lancé, c'est celui de la dépublication. Ce terme un peu spécial, un peu particulier, nous dit que est un mécanisme finalement prévu dans l'espace de confiance qui consiste à supprimer de l'annuaire les balles qui ne sont pas utilisées. On sait, par les données des opérateurs, identifier les balles qui sont ouvertes depuis un certain temps mais n'ont pas été utilisées depuis plusieurs mois. Les opérateurs ont l'obligation et vont mettre en place une dépublication, donc une disparition de l'annuaire de ces balles, de sorte qu'on a un nettoyage de l'annuaire qui sera, voilà, qui sera plus comportera moins d'adresses en double et qui donc permettra de visualiser plus facilement la bonne adresse pour le PS. Cette dépublication, elle est lancée côté Mailis. Pour vous donner un ordre de grandeur voilà, du volume concerné, on a déjà dépublié 50 000 adresses donc de professionnels de santé, donc des adresses Mailis non utilisées. D'ici la fin d'année, il y en aura 100 000 de plus qui potentiellement seront dépubliées, donc sur à peu près un espace de confiance de 750 000 boîtes aux lettres aujourd'hui ouverts. Ça représente tout de même une proportion et un nettoyage conséquent. Puis la dernière étape, ce sera évidemment de réformer en quelque sorte le service d'annuaire, faire en sorte que dans son logiciel, on puisse rechercher facilement un professionnel et avoir probablement accès à sa balle préférentielle qu'il aura choisie, ou un choix entre une association entre une balle et un exercice, et donc savoir qu'un PS, dans certains cas, préfère recevoir un message sur sa balle personnelle ou sa balle dans un établissement, typiquement. Ça, ce service d'annuaire, voilà, intégré avec des inputs et des préférences exprimées par les PS, est en cours d'instruction, mais voilà, c'est vraiment une priorité pour nous de faire évoluer le service dans un sens de plus grande ergonomie et de plus grande facilité d'usage dans la MSS. Ensuite, je l'ai dit, on veut agir sur le marché de la MSS, trop siloté, trop peu lisible. On a des actions à court terme sur cet axe-là, notamment la publication dès la semaine prochaine d'un panorama des offres MS Santé. Donc on a interrogé tous les opérateurs, on leur a demandé à quel acteur, quel type de balle, à quel acteur ils s'adressaient. On leur a demandé comment les joindre, on leur a demandé quelles étaient les caractéristiques de leur service. Tout ça va être publié sur le site de l'ANS pour que les PS et ceux qui les accompagnent puissent plus facilement s'y retrouver à l'intérieur de ce marché. On a aussi sur cet axe-là un point important, c'est qu'on souhaite, alors que voilà, le virage des usages n'est pas encore réaliser, maintenir les offres publiques, régionales et nationales dans une certaine continuité. Donc de ne pas changer finalement les fondations ou les fondements du marché tel qu'il est aujourd'hui, et notamment ceux qui sous-tendent la position de la puissance publique. Mais l'IS continuera sur son chemin à fournir des balles aux PS qui disposent d'une carte CPS. Les opérateurs régionaux auront la possibilité toujours de combler les trous du marché en fonction de leur analyse du territoire et des besoins. Et puis les opérateurs industriels pourront continuer évidemment à se développer, notamment sur les nouveaux marchés, je pense au médico-social pour ceux qui veulent l'adresser. Et puis le dernier point, c'est que notre perspective, ça reste évidemment d'avoir une messagerie sécurisée de type mail qui soit universelle et accessible à tous.
et donc voilà, il n'y ait pas que chaque PS, chaque établissement, quel qu'il soit, ait la possibilité d'utiliser la MSS de manière facile pour contacter n'importe quel autre professionnel à qui ils veulent envoyer des documents, et que ça soit fait évidemment dans des conditions de sécurité qui soient satisfaisantes. Pour cela, on a plusieurs actions, notamment la mise en place de l'API LPS. Alors c'est un terme un peu technique, mais en gros, c'est une API standard entre le logiciel de l'éditeur et l'opérateur qui fournit les balles. Ça nous permettra notamment de faire en sorte que chaque éditeur qui offre des services à un acteur puisse très facilement intégrer la MSS dans le service qui est rendu. Voilà, en quelques mots, j'espère ne pas avoir été trop long. Voilà, la photographie que nous avons, que nous voulons partager de MSS aujourd'hui et les priorités qu'on se donne pour les prochains mois. Et donc pour ça, on va mobiliser évidemment les acteurs publics, mais aussi les opérateurs MSS qui sont nombreux et qu'on reconvoquera notamment en septembre pour faire un tour d'horizon des enjeux. Et puis bien entendu les régions, les grades en particulier voilà, chez lesquels il y a une expertise sur le sujet MS santé, d'accompagnement et aussi de fourniture de balles qui est importante pour avancer tous dans la même direction. Inès, Merci. je Ouais. te donne la parole. Oui, alors on avait prévu un petit temps de questions-réponses du coup, et certains des participants ont mobilisé le chat. Donc, donc parfois c'est des questions, parfois c'est plutôt des constats. Donc, le temps de chargement de l'annuaire est également très long. Est-ce qu'une amélioration est prévue pour optimiser les temps de chargement? Alors, c'est une bonne question et je serais intéressé d'en savoir plus sur la description de la manière dont vous consultez l'annuaire et notamment si il s'agit de consulter l'annuaire sur le site web, ce qui est une option, de consulter l'annuaire via une API de consultation, il y en a certaines qui sont ouvertes, ou via un extract. On a la possibilité aujourd'hui de télécharger en quelque sorte un extract de l'annuaire. Donc en fonction du service auquel vous faites appel, je pense que la réponse sera différente, mais dans l'immédiat, voilà, une description plus précise de comment vous y prenez et comment vous constatez ce délai, comment vous le mesurez, serait utile pour qu'on puisse s'y intéresser. Mais ça fait, oui, ça fait tout à fait partie de notre deuxième priorité d'améliorer la performance même du service d'annuaire. Juste pour des Faire soucis un petit de complément. gestion, pardon, juste avant sur des sujets de gestion de messages, si vous pouvez effectivement mobiliser plutôt la petite icône QR au-dessus, là, qui clignote avec un petit point rouge, ça sera plus facile parce que sinon on a deux canaux de messages à gérer en même temps. Voilà, merci par avance. Je Vas-y, vois Navane. Oui. Mike dans le chat, Merci, effectivement, hein. qui vous oriente qui vous demande aussi des détails sur cette question de temps de chargement de l'annuaire. Oui, je voulais juste voilà, compléter là-dessus parce qu'effectivement, en vague 1, on a plutôt eu les développements faits par les éditeurs qui s'appuyaient sur l'extraction du fichier, alors qu'en vague 2, on les encourage très fortement, même si ce n'est pas imposé, à utiliser les API qui certainement devraient donner des temps de réponse beaucoup plus performants qu'à partir du fichier à télécharger. Alors, une autre question, ou plutôt un état des lieux. Nous rencontrons également des problématiques de publication d'adresses MSS dans l'annuaire. Les internes qui disposent pourtant d'un RPPS ne voient pas leurs adresses nominatives publiées alors qu'ils apparaissent bien dans l'article listant les professionnels habilités à échanger des données de santé. Ok, très bien. Là aussi, il nous faudrait un petit peu plus d'informations. C'est pas normal si il y a des adresses MSS associées à un RPPS. L'opérateur, la manière dont ça se passe, c'est que l'opérateur qui opère donc ces balles MSS pour vous a l'obligation de remonter régulièrement l'ensemble des balles qu'il opère associées au RPPS concernés. Donc là, il y a un souci dans ce flux-là de remontée de données vers l'annuaire qu'il faut investiguer. Je peux donner un peu de complément, Mike, justement. vas-y. Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, c'est une évolution qui était en train d'être mise en œuvre côté annuaire. Donc, je suis en train d'interroger justement les collègues pour pouvoir donner la réponse en direct. Je ne sais pas si c'est en production aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, début de l'année, ils étaient sur la mise en œuvre. Donc, dès que j'ai la réponse de l'équipe projet annuaire, ben, je pourrais répondre. Ça, c'était pas le cas, en tout cas, début 2023. Ça, c'est sûr. Jusqu'à mi-2023, je sais que l'article de loi permettait aux internes d'avoir des balles MSS. Ça, c'est sûr. Juste que nos interfaces n'étaient pas encore alignées.
Et donc, voilà, comme je dis, je pose la question en direct et je réponds dans le chat. Très bien. On a eu également une question, hop, je regarde, il y a Mike qui a répondu, il me semble, concernant effectivement l'impact de l'annulation par le tribunal de Paris sur le référentiel socle de la messagerie sécurisée de santé. Je vais bien prendre la parole pour ce qui me concerne. Donc, Marie-Christine Barneau, là, je crois que Édouard n'est pas présent dans la liste des animateurs, donc je m'en fais l'écho. Donc, on a conduit une analyse d'impact sur la situation liée à cette décision. Clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la décision qui a été prise par le tribunal administratif porte véritablement sur le véhicule juridique qui a permis de publier ce référentiel et pas forcément et même pas du tout sur le fond des règles et du contenu du référentiel. Donc, a priori, pour le mode de fonctionnement, d'abord, le référentiel 1.6 n'a pas été annulé, il n'y a que le référentiel 1.5 qui l'a été. Et en gros, il n'y a pas véritablement d'impact sur les éditeurs de logiciels, typiquement, qui ne sont pas touchés par l'annulation de ce référentiel, qui est un référentiel purement opérateur. Et par ailleurs, le référentiel lui-même, comme vous le savez, est l'émanation d'une large concertation. Et donc, c'est un outil qui n'est pas du tout contredit par le tribunal dans le fond des règles qu'il pose. Donc, en gros, on travaille, je dirais, à trouver le bon véhicule juridique pour publier de nouveau ce référentiel, mais ça ne doit pas troubler les travaux en cours. Voilà. Merci Marie-Christine. Welcome. Et puis on va prendre une dernière question. Donc là, on ne pourra pas forcément répondre à tout parce qu'on a un ordre du jour assez chargé, mais on récupère bien les questions et on les adressera par écrit pour celles pour lesquelles on n'aurait pas apporté de réponse en séance. Donc la dernière, la solution Office 365 ne permet pas a priori de générer des boîtes aux lettres en MS Santé. Nous sommes donc bloqués pour générer ces boîtes aux lettres-là pour nos praticiens. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ce sujet. Je veux bien prendre la réponse. Oui. Alors, effectivement, de ce qu'on voit côté déploiement de MS Santé, alors là, on est très bas niveau technique. Généralement, pour solutionner ces problèmes-là, c'est qu'en face de la boîte Outlook, on a un connecteur qui fait la transition, j'ai envie de dire, entre la boîte aux lettres avec le nom de l'hôpital et la balle MS Santé derrière. Donc, généralement, on a des proxys, comme je dis, qui font ce pont-là et c'est totalement transparent pour l'utilisateur. Alors, effectivement, le distinguo va se faire lorsque l'utilisateur veut envoyer un message MS Santé ou un message normal. Mais en résumé, aujourd'hui, voilà, on va dire que les industriels, on a des industriels dont c'est le métier qui font ce pont-là entre Outlook et leur proxy pour vraiment voilà, masquer cette difficulté-là. Donc, s'il y a des questions un peu plus poussées, ben, nous, on peut se rendre disponible pour pouvoir échanger sur la structure technique implémentée du côté de l'établissement et présenter les solutions pour pallier à ce problème-là. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter à travers une balle que je vais mettre là dans le chat. Merci Mike. On le mettra sur le support aussi, du coup. Bon, je pense qu'on peut passer à la suite du coup et rentrer dans les fonctionnalités MSS portées par la vague 2 Ségur à l'hôpital. Alors, un rapide rappel des exigences de la vague 1, où l'enjeu, c'était vraiment de transmettre des documents par MSS depuis les logiciels métiers, donc dossier patient informatisé, mais pas que, logiciel de cabinet, RIS et SGL, au-delà du pouvoir hospitalier. Et donc, en termes de sous-fonctionnalité, en fait, ces exigences, elles doivent permettre aux professionnels de transmettre automatiquement un document de santé par MSS au format CDA, donc N1 dans la plupart du temps et N3 notamment pour les comptes rendus d'examen de biologie. Saisir la liste des destinataires de manière facilitée depuis un annuaire de correspondant synchronisé avec l'annuaire national santé.fr et envoyer du coup aux patients
les documents en question, consulter la liste de ses destinataires depuis le CDA et pouvoir les modifier depuis ce CDA-là. Et enfin, enregistrer le non-consentement du patient à recevoir des documents émanant de la messagerie sécurisée de santé citoyenne et faire en sorte que du coup le système bloque automatiquement les envois dès lors que le patient s'est opposé à la réception de documents par ce canal. En réception, le professionnel, il va pouvoir être capable de visualiser de manière lisible un document reçu par MSS et structuré au format CDA. Et si on regarde du coup les fonctionnalités vague 2, l'enjeu, c'est vraiment d'intégrer les documents reçus par MSS dans les logiciels métiers et en l'espèce ici à l'hôpital, les dossiers patients informatisés. Et donc, ces fonctionnalités devront permettre pour les professionnels de recevoir un document. Donc, ce document, en fait, sera reçu dans une boîte aux lettres applicative et d'être ajouté dans le dossier patient informatisé dès lors que les INS en lien avec ces documents sont qualifiés de part et d'autre, donc de la structure émettrice à la structure qui est destinataire de ces messages. Et dans le cas où les traits d'identité ne correspondent pas, alors le DPI destinataire devra renvoyer un message d'erreur d'intégration à la fonction PFI qui elle-même enverra un courrier soit à la boîte aux lettres organisationnelle, soit à la boîte aux lettres personnelle en fonction des choix d'organisation de l'établissement pour que ces documents-là puissent être traités de manière manuelle par un professionnel de l'établissement. Et donc, dans cette boîte-là, on sera en capacité d'identifier du coup quelque part les messages qui ont été rejetés du fait d'une non-possibilité d'intégration. Et donc, ces documents, comme ils sont en format CDA, eh bien, en fait, ça permettra de faciliter le classement de ces documents dans les dossiers patients informatisés à travers la lecture des métadonnées possibles, puisqu'on se situera dans une logique de format CDA. Permettre également aux utilisateurs d'être informés de la présence de nouveaux documents qui sont intégrés au dossier patient informatisé et qui seraient en provenance du canal MSS. Et enfin, permettre de traiter les cas où l'émetteur a procédé à des corrections, des modifications ou voire même supprimé le document et l'a renvoyé au destinataire avec la mise en place d'un système de remplacement et de suppression logique. Voilà, l'ancienne version restant bien entendu toujours disponible. Et donc, j'ai incité dessus, mais on insiste bien sur le fait que pour que ces fonctionnalités soient effectives, il faut vraiment qu'on véhicule des documents en format CDA. Et donc, tout ça, ça a nécessité une réflexion autour des flux et de l'interopérabilité. Et donc, je donne la parole à Clara pour expliciter ses travaux en matière d'interop. Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, Clara. Alors effectivement, après tous ces éléments présentés, effectivement, il faut bien savoir en tête que parmi tous les éléments de la messagerie sécurisée santé, ici dans la vague 2, on s'intéresse vraiment aux documents de santé. C'est une partie de tous les usages, c'est une partie importante puisque c'est bien l'objet du Ségur de permettre de partager les informations médicales par les documents de santé. Et donc ici, on en adresse une partie. On a mis un des schémas. Évidemment, il y a le même pour la partie fonction des pays, mais on a préféré vous mettre celui-ci à l'écran. En fait, vous voyez effectivement que dans le cadre notamment donc, de la messagerie sécurisée de santé, ce qu'a expliqué à l'instant Inès et ce qu'on va voir dans le prochain schéma, c'est bien que le DMP, la fonction DPI, va envoyer les documents vers la fonction PFI pour les envois vers le DMP, mais aussi, donc, comme on vient de le dire, vers la MSS. Donc ça, c'était tout l'objet de la vague 1 qu'on a remis dans ce schéma pour que ça soit bien clair. Et puis, il y a la vague 2, et donc on n'a pas mis en couleur, mais on pourrait les nouveaux flux apportés par la vague 2, qui sont effectivement les documents reçus par MS Santé, qui est la flèche en bas à droite, et en milieu à droite, et puis ensuite la fonction PFI, qui est donc, elle, client de messagerie, va venir les envoyer vers la fonction DPI. Donc voilà l'ensemble, sachant que ce n'est pas encore publié, mais c'est bien notre ambition que dans la fonction pour la partie RIS et
pas IGL, mais la fonction RIS permettra aussi de réceptionner ce flux depuis la fonction PFI dans un environnement hospitalier. Donc, voilà. Par rapport à ce schéma d'interopérabilité et donc l'ensemble de ces éléments sont effectivement définis par des volets de transmission des documents dans le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé publié par l'ANS. Si on passe au schéma suivant, qui est un peu plus fonctionnel, mais qui intègre aussi des éléments d'interopérabilité pour décrire toute la façon dont, pour illustrer ce que vient de dire Inès en termes de fonctionnalité, entre les différentes briques du SIH. Donc, on commence en haut à gauche avec donc l'émetteur externe, hein, puisque du coup, on est sur la partie réception. L'émetteur externe envoie un document par messagerie sécurisée de santé. On est bien toujours sur les documents type avec un mode CDA. Il est reçu dans une boîte aux lettres, qui peut être personnelle ou organisationnelle. On va voir après, avec un certain nombre d'autres schémas, que on va plutôt conseiller d'aller sur des boîtes aux lettres organisationnelles et vous verrez pourquoi. Et après, il peut y avoir, depuis ces boîtes aux lettres, une consultation de ce document, de ces messages et un transfert vers la boîte aux lettres applicative réceptrice ou via des paramétrages de la boîte aux lettres, par exemple sur l'objet, on pourra faire des transferts automatiques et cela sera aussi paramétré en fonction des choix de l'établissement. On verra ça un petit peu après. On a des focus un peu plus sur cette partie-là dans les slides suivantes. Ensuite, on va arriver dans l'environnement de la fonction PFI, avec donc la fonction PFI qui va se connecter par certificat à la boîte aux lettres applicative réceptrice paramétrée. Va traiter du coup ce message et va transformer pour passer d'un monde de la messagerie sécurisée de santé vers un monde donc avec un flux qu'on appelle HL7, hein, de la norme HL7 vers le logiciel métier. En l'occurrence, ici, on parle bien du dossier patient informatisé. Le dossier patient informatisé va donc réceptionner le message HL7 avec le document CDA et va pouvoir exploiter les métadonnées, notamment l'identité du patient. Et là, il va y avoir une recherche sur l'identité et notamment particulièrement sur l'INS. Et après, il va y avoir deux possibilités. Dans tout l'objet, hein, c'est de faciliter le fait que quand l'INS du patient est qualifié à la fois dans ce document et dans le système d'information, donc dans le DPI de l'établissement, alors ça puisse vraiment faciliter l'intégration automatique des documents dans le logiciel. C'est ce que vous voyez ici en vert en haut. La correspondance parfaite de l'identité va permettre une intégration automatique dans le dossier du patient avec du coup la demande. Ici, on a bien précisé que ça peut être, quand c'est la première fois qu'on reçoit le document, une intégration du document, mais il peut aussi y avoir, et c'est ce qu'on a amené dans la vague 2 également, la possibilité de dire que l'émetteur a remplacé le document ou a souhaité supprimer le document. Et dans ces cas-là, il y aura également tout ce flux-là avec une information de remplacement ou de suppression du document dans le logiciel. Donc ça, c'est si tout se passe bien. On pense qu'avec l'augmentation hein, du taux d'INS qualifié dans l'ensemble de l'écosystème, hein, sur lequel tout le monde travaille ardemment en ce moment, eh bien, il y aura de plus en plus de documents qui pourront effectivement être intégrés de cette manière-là. Si ce n'est pas le cas, notamment parce que l'INS n'est pas qualifié au sein de l'établissement, ou aussi, c'est possible, n'est pas qualifié dans le document, même s'il y en a de moins en moins, alors il va y avoir donc la partie 2, échec de la correspondance des identités. Et là, et là, on arrive donc sur un autre flux. Un flux qui va du coup dire qu'il y a impossibilité d'intégrer dans le DPI. Et on va aller faire, plutôt que d'avoir gardé le document dans le logiciel, on va procéder à un renvoi vers une boîte aux lettres. Alors, je vais l'expliquer un petit peu plus. Aujourd'hui, donc, le DPI va renvoyer un message
d'erreur, qui est un accusé de lecture, vers la fonction PFI, en disant qu'il y a impossibilité d'intégration dans le DPI, vers la fonction PFI. La fonction PFI va alors générer un courriel, donc MS Santé, depuis la boîte aux lettres applicative qu'elle connaît, vers d'autres boîtes aux lettres qui, celles-ci, seront consultables par le personnel de l'établissement. Ça peut être la boîte aux lettres d'origine, par exemple la boîte aux lettres organisationnelle de l'établissement ou du service, on va le voir juste après, ou ça peut aussi être une boîte aux lettres dédiée à traiter les différentes erreurs qui ont été renvoyées. L'idée, c'est bien que l'objet du message soit lisible par un humain, et donc tout ça, on a bien spécifié dans les exigences de la vague 2. Une fois que le document est donc récupéré dans cette boîte aux lettres, ça fait un peu une liste de travail où tous ces documents, on espère, il y en aura de moins en moins, n'ont pas pu être intégrés dans le DPI. Et alors, un import manuel est nécessaire par la personne qui est en charge de ce process vers le DPI, sachant qu'on a mis des exigences supplémentaires pour que, puisque là on est toujours sur des documents CDA, le DPI soit en capacité quand même d'exploiter ce qu'on appelle, donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, les métadonnées d'identité du patient, et de pouvoir proposer, les exploiter, proposer des patients, et que manuellement se fasse le raccord et donc l'import de ce document dans le DPI, mais avec toujours donc la validation manuelle, puisqu'il n'y a pas de correspondance parfaite de l'identité. Et si le patient n'est pas existant dans le logiciel, effectivement, là, on arrive sur les process habituels de création d'identité que là, du coup, il faut traiter par ailleurs. Voilà un peu tout l'ensemble du schéma que, donc, en termes plus précis et illustré par ce schéma par rapport à la fonctionnalité que vient de présenter Inès. Et donc, sur la partie organisationnelle de l'établissement, on a essayé de vous montrer via plusieurs slides là que Nolwenn va vous présenter comment on passe effectivement d'un mode actuel au mode de la vague 2 avec, pour vraiment vous faire comprendre dans les établissements de santé quelles seront les réflexions à avoir. Nolwenn ? C'est à moi. Merci beaucoup, Clara. Alors, on a essayé de décrire un petit peu de manière simple et sans toute la partie technique que vient de vous décrire Clara, pour voir dans les différents cas possibles. Alors, simplifié, vous le verrez, mais ça permet un peu de se projeter plus facilement. Donc là, sur cette diapo, ce que vous voyez, c'est un peu l'existant. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va dans une boîte qui peut être organisationnelle, personnelle, qui est interne à l'établissement, recevoir un message qui contient un document et l'intégrer manuellement dans le DPI, si c'est le choix de l'établissement. Ça, c'est ce qui existe aujourd'hui fonctionnellement. Les boîtes MSS permettent de le faire. Si on regarde ensuite en ajoutant du coup ces fonctionnalités vague 2 qu'on intègre, qui permet d'intégrer de manière automatique un certain nombre d'informations, comme vient de le dire Clara, sur la diapo suivante. Alors, je ne sais pas si tu peux... Non, je ne peux pas avancer. Merci Thomas. Là, on met un exemple avec une seule boîte dans l'établissement à laquelle pourrait par exemple accéder une équipe de secrétaire médical. Et de cette boîte organisationnelle serait celle qui serait publiée, connue de l'extérieur et recevrait par messagerie sécurité de santé depuis l'extérieur. Donc, cette boîte-là peut être paramétrée pour être automatiquement transmise à la boîte applicative de l'établissement, et cette boîte applicative, c'est celle qui, via la fonction PFI, va faire techniquement, donc je ne reviens pas sur le détail de ce qu'on a vu tout à l'heure, l'intégration automatique dans le dossier patient informatisé. Le DPI va rejeter une partie de ces messages, on espère donc le moins possible et de moins en moins, notamment pour une question de qualification d'INS. Et là, ça revient
dans cet exemple-là, on a paramétré pour que ça revienne directement dans la boîte organisationnelle de l'établissement. À ce moment-là, on a notre équipe de secrétaires qui voit les messages à traiter manuellement pour intégration ou pas, selon les cas possibles et ce qui aura été décidé au sein du service. On pourra revenir sur ces questions-là tout à l'heure. Donc, on met ici une boîte organisationnelle. Ça peut être une boîte de type personnel aussi, de même que l'émetteur externe peut être n'importe quelle boîte MSS émettrice du domaine MS Santé, quoi, de l'espace de confiance MS Santé. Donc, si on complexifie un tout petit peu les choses, parce qu'on peut se dire, bah, là, on avait une seule boîte organisationnelle, un petit établissement avec une équipe de secrétaires et tout arrive au même endroit. Dans la diapo suivante, on complexifie un petit peu. On a deux, alors vous pouvez imaginer en avoir 50, hein, mais sur la diapo, ça n'aurait pas tenu. Donc, on a mis 2 boîtes aux lettres. On se dit, bah voilà, on a décidé dans l'établissement de créer une boîte organisationnelle par service. Ça peut être par pôle. C'est vraiment En fait, ce qu'on veut montrer là, c'est que c'est au choix de l'établissement et à l'organisation de l'établissement de déterminer combien on va mettre, pour qui, pour quelles organisations, des boîtes aux lettres. Donc là, on imagine ici, on a 2 services, 2 groupes, 2 équipes de secrétaires qui vont chacune recevoir des messages qui correspondent à leur service. Donc, on a la cardio d'un côté, la dermato de l'autre, et les documents qui sont adressés au service de cardio arrivent dans la première, arrivent adressés au service de dermato dans la deuxième. Et même circuit, on a paramétré ici l'envoi automatique vers le DPI, donc via la boîte applicative. En fait, on paramètre pour que ça parte dans ces boîtes-là. C'est la partie technique et transparente pour les utilisateurs. On part dans le DPI et retour, les petites flèches orange. Si ce n'est pas intégré automatiquement pour quelle que soit la raison, ça revient dans la boîte organisationnelle dans laquelle manuellement, notre équipe de secrétaires va pouvoir aller traiter les messages qui n'ont pas pu être intégrés automatiquement, selon les cas. Donc là, on a un schéma où le retour se fait dans la boîte d'arrivée, tout est là. Sur la diapo suivante, on a ajouté encore un niveau et on s'est dit, très bien, tout arrive initialement, première intention, dans ces boîtes organisationnelles par service. C'est ça qui est vu de l'extérieur, c'est cette qui est diffusée à l'extérieur et on demande à tous nos correspondants d'envoyer à cette adresse-là, à ces adresses-là, mais lorsque c'est rejeté par le DPI, on a paramétré l'ensemble pour que ça aille dans une 3e boîte aux lettres qui est finalement celle qui ne traitera que des rejets du DPI. Donc là, on a une équipe de secrétaires qui ne traite que ça, par exemple, enfin qui en tout cas, quand elle va dans cette boîte aux lettres, que ces rejets du DPI et pas dans la boîte aux lettres initiale qui reçoit l'ensemble des messages envoyés par l'extérieur. Ça peut être un choix. Ici, on a représenté une seule boîte organisationnelle de traitement des rejets. On peut en imaginer une par boîte organisationnelle initiale. C'est pareil, à un moment, si on en mettait trop sur la diapo, on ne voyait plus rien. Donc, on peut tout à fait imaginer qu'on a autant de boîtes de traitement des KO que de boîtes organisationnelles initiales. Là aussi, on est sur le choix de l'établissement. Donc, voilà, on a essayé de mettre un petit peu des cas pratiques parlants sur l'ensemble de ces diapos. Et sur la dernière, on a mis un autre cas qui peut tout à fait exister, qui va être, alors ça c'est un cas particulier, c'est-à-dire que là, on a des envois qui partent de la boîte applicative d'un logiciel extérieur et qui arrivent directement, sans passer par une boîte organisationnelle, qui arrivent directement en fait pour traitement automatique au travers de la fonction PFI du DPI. Dans quel cas on va avoir ça? C'est vraiment dans les cas particuliers. Il faut qu'il y ait une convention dédiée entre l'émetteur externe et l'établissement de santé, par exemple, avec un laboratoire sous-traitant avec qui on aura conventionné pour qu'en fait, il soit reconnu et autorisé à envoyer directement dans cette boîte applicative. Les boîtes applicatives, elles ne sont pas publiées dans l'annuaire.
on ne les communique pas largement, on les communique qu'aux justement prestataires ou partenaires identifiés de confiance, en fait, pour qu'ils puissent faire pour des raisons de sécurité, bien sûr, parce qu'en fait, on va directement recevoir des messages qui vont directement être traités ensuite par l'ensemble des briques logicielles. Et dans ce cas-là, on n'a donc du coup pas cette adresse publiée depuis l'extérieur. Et on peut tout à fait, là aussi, avoir paramétré une boîte organisationnelle qui va recevoir l'ensemble des documents, messages rejetés lors de ce traitement automatique pour pouvoir être ensuite traités manuellement en suivant le même circuit qu'initialement. Donc, voilà un petit peu les différents cas possibles. Alors, l'imagination est grande et vous pouvez en imaginer d'autres, mais enfin, voilà, ça s'articule autour de ces types de circuits et types de boîtes aux lettres. Vu de l'utilisateur, parce que là, on a mis plein de petits carrés et de petites flèches, on va avoir du coup un secrétariat qui va voir et visualiser dans sa boîte aux lettres organisationnelle de service les messages reçus, qui sont, si on est dans un cadre, on a tout automatisé, comme on l'a vu tout à l'heure. En fait, là, l'équipe de secrétaire verra les documents, les messages pour lesquels il n'y a pas eu d'intégration automatique dans le DMP et traitera unitairement et manuellement l'ensemble de ces messages et documents selon les différents cas de rejet, les modes opératoires qui auront été définis pour son service ou pour l'établissement, selon ce qui aura été travaillé en amont. Et c'est là tout le sujet aussi, c'est de définir en amont combien de boîtes on va mettre, pour qui, et qu'est-ce qu'on fait ensuite de tous ces messages. Et vu côté équipe de soins, l'équipe de soins qui va donc là se connecter au DPI, va avoir, et c'est ce qui fait partie des exigences de la vague 2, avoir une information comme quoi des documents ont été intégrés automatiquement, donc il y a des nouveaux documents disponibles pour les patients, au travers d'alertes, de listes, etc., qui mettra en évidence des documents qui n'ont pas été consultés par les professionnels de santé, et ils pourront directement, au sein du dossier patient, prendre connaissance du contenu de ces documents. Et puis, adapter la prise en charge, bien évidemment, en fonction du contenu de ces documents, selon les cas. Alors, on a un petit temps de questions-réponses que ça a fait pas mal de questions, cette partie, comme on s'en doutait. Alors, je vais la reprendre. Une personne qui s'interroge sur le fait que le professionnel de santé, je reformule en gros avec mes mots, si on intègre directement le document dans le dossier patient informatisé lorsque toutes les planètes sont alignées, et en particulier l'INS, qualifié de part et d'autre, comment on s'assure que le professionnel de santé qui est censé être destinataire de ce document de santé soit au courant en fait de l'arrivée de ce message? Alors, le professionnel de santé, lui, il va avoir cette information de documents à consulter, à ouvrir, au travers des fonctionnalités du dossier patient informatisé, en fait, où il est prévu que ce soit dans les exigences de la vague 2, mis en évidence dans le dossier patient. Et donc là, comme le disait Clara, l'intégration à l'adresse des documents de santé. Si ce sont des messages qui n'intègrent pas de documents, des correspondances par mail, mais sans documents de santé, là, c'est le processus usuel que vous connaissez. Le message arrivera dans la boîte personnelle du professionnel de santé à qui on souhaite adresser une information sans forcément avoir de documents de santé en pièce jointe. Alors, je regarde en même temps. Alors, une question. Dans tous ces cas, c'est le DPI qui avertit de l'arrivée d'un résultat très attendu, en interrogation. Oui, là, on est au travers du DPI. Alors après, les DPI ont chacun des ergonomies différentes qui vont aussi pouvoir mettre en œuvre des systèmes différents, d'alerte ou autres. Mais à partir du moment où on est dans une intégration automatique, l'idée, c'est que les informations puissent venir du DPI. Alors, Clara, j'ai l'impression que tu vas ajouter quelque chose.
Non, j'avais vu d'autres questions sur lesquelles je Ah, pouvais pardon. aussi Vas-y, apporter vas-y, d'autres éléments. n'hésite pas. Et donc, notamment, il y a une personne qui dit, et je pense que c'est ce qu'on essaye de dire depuis le début, hein, sur la partie MS Santé dans la vague 2, on est bien sur les échanges entre des briques logicielles uniquement par MS Santé, hein, et via des documents CDA. Je pense que c'est très important de bien préciser ça parce qu'il y a tous les autres usages de la MS Santé. Et là, je voyais notamment aussi une question vis-à-vis des secrétaires médicales sur leur métier. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de papier encore, hein, ou de fax ou d'autres manières de gérer les résultats venant de l'extérieur ou d'autres types de courriers d'adressage, etc. L'idée, c'est bien de pouvoir justement utiliser la MS Santé, soit pour des messages, dans ces cas-là, on est bien sur les cas d'usage de messages, soit pour les documents. Et dans ces cas-là, si les documents sont effectivement pertinents d'être mis dans le DPI, comme c'est fait pas mal, hein, il y a ce qu'on appelle parfois les bannettes, il y a pas mal de logiciels aujourd'hui, de modules qui commencent à se développer pour justement essayer de répondre à cette problématique-là. On est bien sur ces sujets-là. En tout cas, sur cette partie documentaire, évidemment, il y a tous les autres sujets, mais c'est bien facilité. Et les premiers retours, hein, qu'on a eus, c'est le fait qu'il y a un gain de temps qui est permis par cette gestion, en plus du partage sécurisé que permet la messagerie sécurisée de santé. Alors, on avait une autre question sur si les documents, enfin, mais les documents arriveront sans affectation de venue, seulement sur IPP. Je pense Alors, qu'il y ça a dépend une... des Oui, contextes, vas-y. effectivement. Ça dépend ça dépend de tous les cas d'usage. On ne les a pas détaillés, mais c'est dépendant si c'est un courrier d'adressage, si c'est par rapport à des comptes rendus d'imagerie, des résultats de biologie. Enfin, c'est très dépendant, effectivement, des cas d'usage. Après, ici, hein, on ne remplace pas non plus tous les flux qu'il pourrait y avoir entre des partenaires extérieurs et l'établissement, hein. L'idée, c'est pas de tout remplacer ça, mais par contre, un certain nombre d'échanges qui aujourd'hui se font notamment par papier, alors peuvent être remplacés par ces méthodes. Je ne sais pas, Nolwenn, si tu voulais ajouter un point. Non, 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 c'est très, très complet, hein. Je pense que c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. On présente un certain nombre de configurations possibles, un certain nombre d'automatismes, un certain nombre de paramétrages, mais tous ces paramétrages et ces automatismes restent à la main de l'établissement. On va revenir aussi sur toute la réflexion qui doit être menée en amont pour savoir quelles sont les configurations qui correspondent aux organisations aux organisations cibles en fait de chacun des établissements. Il y a un existant, il y a des évolutions qui peuvent venir, des changements d'organisation qui peuvent venir. L'idée, c'est d'aller vers c'est ce que tu disais, Clara, tout à l'heure, plus de souplesse et puis de temps, moins de temps perdu sur des choses qui peuvent être automatisées sans que, bien sûr, il y ait un risque de perte d'informations et de perte notamment d'informations de l'arrivée d'un résultat très attendu. Et on est aussi sur des choses qui, nous, à notre niveau, ne peuvent pas être complètement détaillées parce qu'à la main de chacun des éditeurs sur lesquels on ne va pas faire d'exigences, nous, sur l'ergonomie, sur la façon dont une partie de fonctionnalités complémentaires peuvent être proposées. Après, il y a une autre question sur, je voyais donc les messages d'erreur, hein, d'intégration sont bien envoyés depuis le DPI vers la PFI en format standardisé. Je pense que c'est un point vraiment très important que j'ai un peu évoqué tout à l'heure. C'est le fait qu'en vague 1, hein, on n'avait pas, pour la partie hôpital, entre DPI et PFI, standardisé et précisé un flux à utiliser, et que dans les retours d'expérience, hein, on apprend tous, c'était le fait que c'était nécessaire de pouvoir standardiser via ces flux HL7 ces différentes interactions, notamment en cas de logiciels distincts. Et donc là, en vague 2, c'est bien tout le travail qui a été effectué pour spécifier le retour entre la fonction PFI et la fonction DPI.
Un point également à noter, c'est que les documents CDA ont des numérotations. Donc, évidemment, si c'est du papier, ça sera difficile pour le logiciel de faire un dédoublonnage entre un document papier et un document CDA. Mais par contre, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, si c'est le même document CDA qui a été envoyé dans le DMP ou qui a été envoyé par MSS, il y a un système de dédoublonnage qui n'était pas facile d'ailleurs à spécifier. On a bien travaillé avec les éditeurs et on a essayé de mettre des choses qui soient suffisamment précises et en même temps souples pour s'adapter à la réalité aussi de ce qu'ils vont rencontrer pour justement dédoublonner les documents qui arriveront dans le DPI quand il s'agit bien de documents CDA. C'était pour répondre à une des questions que je viens de voir dans la partie questions-réponses. Alors là, c'est plutôt sur les deux dispositifs et le lien vague 1, vague 2. Est-ce que la vague 2 peut utiliser une autre PFI, enfin, je pense que c'est plutôt l'établissement, que celle déployée dans le cadre de la vague 1? Vous voulez, alors, il faudrait préciser une chose, est-ce que vous voulez utiliser deux PFI différentes ou changer de PFI? Parce que si vous voulez changer de PFI, bah oui, ça vous regarde, c'est votre choix. On ne va pas vous imposer de garder la même PFI qu'antérieurement. Vous avez tout à fait le droit de changer d'outil et d'utiliser une autre PFI. Peut-être aussi vis-à-vis de, il y avait une autre question vis-à-vis des numéros de séjour. Là aussi, comme l'a dit Nolwenn tout à l'heure, et moi je viens de le dire aussi, c'est que on s'adresse quand même à un grand nombre de logiciels de DPI et de PFI, et particulièrement sur la partie organisation des documents de DPI qui ont tous leur architecture. Et donc, on a essayé d'aller au plus loin possible en termes de spécification du cahier des charges sur le fait de pouvoir mettre les dossiers rattachés aux différents patients. Mais par contre, aller dire que il faut le ranger dans tel endroit ou dans tel autre endroit par type de document, par type de séjour ou autre. Là, on a vraiment mis un certain nombre d'éléments, mais laissé la main aux éditeurs et l'ergonomie qui vont pouvoir adapter pour que ce soit le plus juste dans la configuration qu'ils ont. Il y a des logiciels qui aujourd'hui ne sont que sur la partie séjour. Il y en a qui permettent d'avoir des documents directement liés aux patients, etc. Donc là, c'était très difficile on a vraiment un enjeu qu'on ne comprenne pas non plus pour que ça soit adapté aussi à la façon dont le logiciel fonctionne actuellement. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, vous retrouverez dans les exigences des éléments qui poussent vis-à-vis notamment de l'utilisation des métadonnées, notamment de la date, puisqu'il y a bien la date de l'acte dans les métadonnées du logiciel pour pouvoir le rattacher à un séjour. Mais voilà, c'est vrai que ça dépendra beaucoup des différents logiciels. Je pense qu'on a balayé la majorité des questions, il me semble. Il y avait une dernière question sur la partie, notamment vis-à-vis des slides que vient de présenter Nolwenn. Quand on dit il y a la boîte aux lettres applicative, et c'est bien la PFI qui vient consulter ou envoyer des messages depuis une boîte aux lettres applicative. Donc, quand on parle de PFI, on parle bien du fait que de sa fonction qui est de passer un petit peu d'un monde MSS à un monde CDA et un monde HL7. C'est vraiment important d'avoir ça en tête, que la fonction PFI va utiliser la boîte aux lettres applicative. Donc, la réponse à la question pourquoi passer par l'intermédiaire d'une balle applicative et pas directement dans la PFI, dans le schéma que j'ai présenté tout à l'heure, c'est bien à l'intérieur de la fonction PFI que l'on a la balle applicative. Je vous propose du coup d'avancer sur la dernière partie de cette présentation. Où on a essayé de lister alors de manière très synthétique l'ensemble des chantiers qui nous semblent être à anticiper pour pouvoir du coup mettre en place un petit peu tout ce qu'on a présenté, puis faire les choix les plus appropriés aux différentes organisations en prenant le temps de réfléchir aux contraintes. Donc c'est classé, c'est pas classé de manière chronologique. Vous allez voir, parce qu'on a différents types de chantiers
Et évidemment, ils sont tous imbriqués les uns avec les autres. Et donc, on a 3 types, si on peut avancer, Thomas. Merci. Donc, 3 types de chantiers à mobiliser, tout ce qui est technique, ce qui est organisationnel et ce qui est information en compétences, évolution des pratiques. Donc, on va traiter les trois parties. Donc, si on commence par le chantier technique, et donc encore une fois, tout est imbriqué, mais bon, on va vous présenter les diapos les unes après les autres. Mais si vous voyez, si vous regardez sur les chantiers techniques, sur la diapo suivante, on a besoin de définir, du coup, je veux bien qu'on avance, Thomas, si tu veux bien. Merci. Donc, ces fameuses boîtes aux lettres, on a vu tout à l'heure plusieurs cas possibles, différentes articulations, différents paramétrages possibles, et tout ça, il va falloir le définir. Donc, ça peut être, ça va dépendre évidemment de l'organisation de l'établissement, de l'organisation des secrétariats, de la taille de l'établissement. Et nous, on peut juste vous dire, voilà, il faut réfléchir pour avoir quelque chose le plus fonctionnel possible par rapport à l'existant, mais aussi par rapport à votre cible d'organisation, puisque ça peut aussi avoir cette réflexion en interne à l'établissement peut avoir pour effet de changer un certain nombre de points d'organisation. Donc, au regard de tout ça, définir quelles sont les boîtes aux lettres qui vont être utilisées. Une fois qu'on les a définis, du coup, il y a toute la partie création, attribution des droits. Donc, vraiment, c'est cette partie réflexion, en fait, qui va prendre du temps plus que la suite technique qui devra être anticipée. Et bien sûr, pour toutes celles qui ont vocation à être publiées dans l'annuaire, ne pas oublier la publication dans l'annuaire et leur attachement aux finesses, sinon on ne les voit pas au bon endroit. La partie interopérabilité, puisque vous avez vu qu'il y a des flux qui sont mis en œuvre, notamment entre le dossier patient et la fonction PFI lorsqu'elle est distincte du dossier patient. Qui plus est, il y aura alors c'est pas publié encore sur la partie vague 2, mais des flux qui peuvent aussi être à mettre en œuvre avec un RIS et un système de laboratoire. Si vous avez au sein de vos établissements, c'est solution, mais néanmoins, voilà, il faut bien avoir dans le viseur la programmation de ces chantiers pour qu'ils soient bien mis en œuvre et bien maîtrisés, sachant qu'on rappelle qu'il y a des flux qui ont été mis en place en vague 1 entre DPI et PFI, qu'on a revu, qu'on a complété en vague 2 les flux qui étaient en vague 1 en termes de normes. Pour faciliter les choses. Bon, et on a complété bien sûr ces flux, on l'a vu tout à l'heure. Encore une fois, il y a des choses qu'on met, on ne préconise, on n'oblige pas, toujours à modifier l'existant lorsque ça fonctionne, mais on donne la possibilité de le faire pour aller vers des solutions plus normalisées, standardisées. Donc là aussi, c'est bien à voir, mais à voir aussi là particulièrement avec vos éditeurs de solutions. Et enfin, toute la partie poste de travail utilisateur, bien sûr, puisqu'il y a ces accès, ces modalités d'accès à voir avec les utilisateurs qui nécessiteront, dans certains cas, très certainement également, des formations au niveau secrétariat, mais aussi personnel, professionnel de santé. Tu voulais dire quelque chose, Inès, ou j'avance? Non, c'est parce que tu avais été coupée, mais voilà, c'est bon. Pardon, merci. Donc, si on passe à la diapo suivante, merci. On a mis un peu de les chantiers organisationnels avec quelques questions, alors absolument pas exhaustifs, mais voilà, des exemples de questions à se poser ou de réponses possibles. Là encore, j'insiste, c'est vraiment selon l'organisation du service, qu'est-ce qu'on fait? Donc, les questions à se poser, et c'est là qu'on croise, vous l'avez bien compris, le fait que la définition des boîtes aux lettres, savoir combien, quel type organisationnel, personnel, etc., on va pouvoir le définir en se posant ces questions de qui va les traiter, comment est-ce qu'on est organisé dans l'établissement, qui traitera les rejets, donc qui fera les traitements manuels. Et pour chaque type de rejet, ce qui est important, c'est
est-ce qu'on doit avoir une conduite à tenir un mode opératoire? Parce que les rejets peuvent être de différents ordres. D'abord, il y a des choses qui ne vont pas être intégrées automatiquement. On l'a vu, c'est uniquement dans le cadre de documents au format CDA. Et puis, on a un patient qui n'a pas été créé parce que, en fait, on a un document qui arrive en préparation ou en prévision d'une admission ou d'une prise en charge en consultation à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait d'un document comme ça? Parfois, un service va dire on va créer par anticipation le patient, la préadmission, etc. Et ça permet de rattacher le document. Ou bien non, moi, je suis le médecin qui prend en charge le patient, je veux qu'on me renvoie le document dans ma boîte à lettres personnelle et qu'on ne crée pas avant pour différentes raisons. Bon, ça peut être, ça c'est pareil, c'est vraiment pour chaque établissement, voire chaque service, voire chaque médecin, on va définir quels sont. Mais bon, ça n'est finalement que la transformation sur un plan, sur un volet numérique avec ce que permet de faire le numérique, de ce qu'il y avait déjà, de ce qu'il y a déjà au niveau des courriers papier qui peuvent arriver. Et les courriers papier, selon les cas, ils sont traités différemment par les secrétaires qui les reçoivent et qui les ouvrent. Avec, elles savent très bien, selon le type de document, de courrier qui est reçu, on en fait quoi? Là, c'est pareil, ça va être selon le type de document qui arrive, on en fait quoi? On transforme numériquement cette organisation-là, mais avec le regard numérique qui permet d'avoir des circuits un petit peu différents que des piles de courrier. Mais bien sûr, c'est important de définir ces cas possibles parce que ces courriers on les voit plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, tant qu'on reçoit beaucoup de papier, beaucoup de courriers papier, on a une sorte de pile visible. Il faut distribuer ces documents dans les dossiers aux différentes équipes. On la voit, la pile. Là, on est sur du numérique, donc quand un médecin entre au secrétariat, il ne voit pas la pile de documents qu'il a à lire physiquement, en papier, mais il faut qu'il aille dans sa boîte aux lettres peut-être pour l'ouvrir, ou il faut qu'il aille dans le DPI pour les voir. Donc, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, quel est l'impact et comment on doit comment on va faire en sorte que ces nouvelles modalités numériques permettent de faire évoluer les pratiques sans qu'il y ait du coup perte d'informations pour tout le monde. Voilà, donc je pense avoir à peu près dit ce qu'on avait voulu dire dans cette diapo-là. Voilà, avec des propositions. Et puis le dernier angle sur lequel on voulait aussi vous embarquer, c'est la partie communication, faire connaître tout ça. Donc on a un petit peu, on a plusieurs parties. On a faire savoir à l'ensemble des partenaires. L'idée, c'est ça, c'est faire savoir à l'ensemble de vos partenaires extérieurs qu'il y a des adresses et que vous recevez et vous traitez les documents via ces adresses MS Santé. Donc, ça va passer par la mise en évidence de l'adresse à laquelle il faut renvoyer un compte-rendu d'examen qui a été fait en ville, par exemple. Ça va être, et puis on sait très bien au niveau laboratoire, quand il y a un médecin qui prescrit quelque chose, ils ne savent plus à quel endroit ils doivent l'envoyer, etc. Donc, vraiment, les adresses à faire connaître à vos partenaires selon les cas. Voilà, bien penser à les mettre en évidence lorsque vous échangez avec eux sur les documents de prescription ou de demande d'examen, d'imagerie, voilà. Ça, c'est important. Il y a aussi des rencontres qui sont parfois organisées, parfois pas encore, et c'est une très bonne idée de le faire. Des rencontres entre professionnels du territoire, c'est-à-dire des professionnels libéraux en ville ou des maisons de santé, et puis les professionnels de l'établissement de santé qui existent par ailleurs dans beaucoup d'établissements. Ça permet de mieux se connaître. Bon, c'est aussi l'occasion de leur communiquer aussi et de se communiquer parce que c'est aussi vos partenaires à vous lorsque vous leur envoyez des courriers, se communiquer l'ensemble des modalités d'échange comme ça, comment est-ce qu'on fonctionne et quelles sont les adresses et où les trouver éventuellement. Et puis, là, on se répète un petit peu, mais bien déclarer ces boîtes aux lettres, donc pas les balles applicatives, encore une fois, mais les autres dans l'annuaire santé, rattachées au bon finesse pour qu'elles puissent être du coup récupérées. On en a parlé au début de cet annuaire santé
qu'elles puissent être bien identifiées et récupérées par l'ensemble de vos correspondants pour qu'ils puissent vous écrire. Voilà, je repasse Inès, peut-être je repasse la parole. Oui, alors vous redire que voilà, peut-être que certains d'entre vous ont déjà assisté à des webinaires précédents sur la vague 2 hôpital, hein. Donc ce webinaire, hein, il s'inscrit dans un dispositif d'accompagnement plus global où en fait on s'est attelé à identifier un petit peu les thèmes importants de la vague 2 pour lesquels il nous semblait indispensable de vous mettre en visibilité déjà leur existence et surtout les enjeux organisationnels et techniques à anticiper à l'hôpital pour que vous soyez le plus près possible lorsque les déploiements se feront en établissement de santé. Et donc, on propose divers services d'accompagnement, parmi lesquels des webinaires généralistes et des webinaires thématiques. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, MSS, hein, constitue un webinaire thématique, mais on en a fait d'autres, notamment le 27 juin sur la Dreambox, le 4 juillet sur la partie consultation du dossier médical de mon espace santé, en présentant notamment le mode R simplifié. Et aujourd'hui, du coup, le thème de la MSS. Et l'idée, c'est de poursuivre en fait sur cette dynamique à la rentrée. Donc, ce support, il sera mis à disposition sur le site de l'ANS en mode replay. Et bien entendu, à partir de la rentrée, on reprendra une dynamique thématique d'accompagnement. Donc, on sera probablement amené à refaire ce même type de webinaire, mais je pense qu'on ira encore un peu plus loin puisque les questions que vous nous posez, elles nous sont vraiment très utiles puisqu'elles nous permettent en fait de vraiment cranter précisément les difficultés en fait que vous identifiez vous. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être dans une approche la plus opérationnelle possible au fil du temps. Voilà. Donc, on vous invite à revenir sur le site de l'ANS régulièrement pour regarder en fait la planification de ces webinaires. Et en tous les cas, donc celui d'aujourd'hui, c'était le dernier avant la pause estivale. Et on reprendra le 10 septembre avec un webinaire là plutôt d'ordre généraliste où on abordera globalement le Ségur Vague 2 et notamment la présentation des dispositifs DPI et PFI sous un angle fonctionnel, mais pas que. On adressera aussi des sujets de financement et de référencement. Et par la suite, on vous proposera du coup d'autres thèmes. Voilà. Donc, on vous remet en visibilité avant de conclure, parce qu'on y tient avec Nolwenn, le questionnaire de satisfaction pour recueillir votre avis sur ce dispositif, ces webinaires, et n'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits d'axes d'amélioration pour que ça vous serve, parce que l'objectif, c'est que ça vous serve. Voilà, merci en tous les cas, vous étiez encore nombreux aujourd'hui, donc ça montre que voilà, ça suscite de l'intérêt, on espère que c'est utile, et on vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée. Merci aux animateurs également. Inès, attends, et on peut peut-être prendre encore, il nous reste 5 minutes pour prendre quelques questions. Ok. Alors, excusez-moi, je suis en train de faire un message parce qu'il y avait une petite coquille dans une des adresses qu'on vous a fournies. Je voulais dire une chose aussi, que je vois qu'il y a des questions côté éditeur. N'hésitez pas à passer par, à vous le créer si ce n'est pas fait, et à passer par l'espace authentifié. Donc, vous trouverez le lien très, très facilement. Je ne l'ai pas sous les yeux sur le site de l'ANS. L'espace authentifié éditeur, qui est là pour vous et vous permettre d'avoir des informations personnalisées et vous adresser directement aux bonnes personnes dans le cadre des sujets qui vous posent souci ou pour lesquels vous avez besoin de nouvelles, d'éclaircissements ou d'accompagnement. Je regardais du coup les autres questions pour lesquelles on n'aurait pas. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le chat auquel on n'a pas répondu? On y a répondu, oui, c'est ce que je regardais par écrit. Prennent téléphone sur 20 ans. Il y a un micro allumé. Bon, écoutez, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Oui, je pense aussi. Sérieux. Quelqu'un a posé la question sur le replay. Je ne sais pas s'il a entendu ma réponse, mais oui, ça sera bien en replay avec le support annexé que vous pourrez télécharger. Bien, dans ce cas, merci beaucoup. Merci à vous et puis on espère vous retrouver à la rentrée en forme. Merci, à bientôt. Au revoir.